Bonjour à tous, merci d'être venus. Je ne peux pas rajouter le qualificatif nombreux, mais bon, on fait le constat qu'effectivement c'est difficile de mobiliser. Ça sera juste, il y aura des enseignements évidemment à tirer. Malgré tout, on a un public de qualité et des orateurs, je pense, parfaitement adaptés à la thématique. Et j'ai hâte de les entendre s'exprimer sur donc, le sujet qui nous intéresse ce soir, dans le cadre de cette France Design Week, à savoir le développement d'entreprises à partir du design. Et l'idée, évidemment, c'était d'attirer du public en parlant de la région, l'Occitanie. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Quand on agrègue ces différents thèmes, ça ne donne pas forcément. Ou alors, est-ce que c'est une question de Covid? Chacun ira de son hypothèse, on va voir un petit peu ce qui va en sortir, puisque c'est une table ronde. Donc on va pouvoir échanger grâce à ce micro. Alors les intervenants ce soir, que nous avons invités, qui nous ont fait le plaisir et qui ont le courage de traverser la France, je vais commencer par Dominique Siama, puisqu'il vient de l'île le plus loin. Il va se présenter et puis on va faire la tournée un petit peu des intervenants. Donc on a deux entreprises qui vont raconter chacune leur parcours, l'un très long, sur 30, 40 ans. 50, effectivement, 50 ans. Et puis l'autre qui est toute jeune, 2 ans. 2 ans. Voilà. Dominique. Merci. Donc, moi, Dominique Siama, je suis le président de la PCI. La PCI, c'est l'Association pour la promotion de la création industrielle qui a été créée il y a presque 40 ans, en 84, 83, par Marie Boutin, un personnage exceptionnel, une femme exceptionnelle, qui nous a quittés en 2017. J'ai pris la présidence en janvier 2019. On s'appelle toujours la PCI, mais ça ne veut plus dire Association pour la promotion de la création industrielle, ça veut dire agir, penser, créer, innover pour le design. Donc on a gardé l'acronyme, mais on a viré la création industrielle parce qu'en fait, c'est bien, comme mon orteil gauche est bien, mon orteil droit est bien, mais c'est juste une partie du truc. L'organisme est plus grand que ça, le design est plus grand que la création industrielle. Et donc ça me semblait être très important de pouvoir affirmer à la fois rendre hommage au passé, à PCI, et puis passer dans le futur, agir, penser, créer, innover pour le design. Et par ailleurs, je suis aussi président des écoles de design qui existent depuis 27 ans, qui sont des écoles privées, habilitées, parce qu'en fait, il y en a une à Paris, il y en a une à Lyon, il y en a une à Singapour et une à Bangalore. Des écoles qui font la promotion d'un design à 360, ancré dans le réel, ancré dans l'économie, ancré dans l'industrie, avec la volonté de transformer le monde, parce que le leitmotiv de l'école, c'est rendre le monde plus simple, plus juste, plus beau. Donc c'est de la politique, en fait. Ce que je crois que le design est, à la fin. Et c'est avec cette même ambition que j'ai pris la présidence de la PCI, mais on reviendra sur ce que ça a produit, puisque si on est là, pendant cette France Design Week, c'est aussi le résultat de ce changement de pied et de vision pour la PCI. Bonjour à tous, je suis Ansel Schlucht, je suis cofondateur et président de la marque de jouets Hopi. C'est une marque de jouets dédiée à l'éducation, au développement, à la créativité des enfants qu'on a créée en 2018 avec mon frère. Et on est beaucoup sur une accélération ces 2 dernières années, et développement aussi de nouveaux produits qu'on développe surtout en fait, avec des pédopsychiatres ou des ergothérapeutes, vraiment le monde de la santé, l'éducation et l'accompagnement de l'enfant. Donc tous les projets sont un peu, on va dire, basés sur ce développement. Très ravi ici. L'équipe Focus, alors Dominique Imbert, je pense qu'il fonctionne, oui. Merci, l'équipe Focus, puisque Dominique Imbert n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Bonsoir. Alors, moi c'est Christophe Ployer, je suis le responsable design pour les cheminées Focus, atelier Dominique Imbert. Donc, je travaille depuis 15 ans aux côtés du créateur, qui est Dominique Imbert, créateur des produits et de la société. Alors, comme vous disiez, design au sens large du terme, design global,
parce qu'il n'y a pas que la création industrielle, on a du design graphisme, multimédia, et également de l'aménagement d'espace, et tous les moutons à 5 pattes qui arrivent dans une entreprise. Et donc, Dominique Imbert est toujours là, évidemment, pour nous accompagner là-dessus. Et puis, je suis loin d'être seul parce qu'aujourd'hui, il y a un service avec chacun ses spécialités. Et donc, voilà. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Marc Chaly. Donc, je suis à l'atelier Dominique Imbert depuis 32 ans. Donc, depuis quelques temps, Dominique Imbert nous a laissé la direction. Il garde la création, il nous a laissé la direction et maintenant la présidence. On est 2 présidents, Laurent Gabouri et moi-même. Moi, je suis plus sur la partie RH et finance. Laurent Gabouri est plus axé sur le commerce et le marketing. Mais il n'empêche que mon parcours est loin, est aux antipodes du design, mais par contre, j'ai pu arriver dans une entreprise où on était 3, 4, j'étais le 4e, il y a une trentaine d'années. Une entreprise dans laquelle je croyais rester 7 mois ou 6 mois. Et puis l'aventure s'est faite très rapidement. Et elle s'est faite effectivement parce que le design, Dominique Imbert a jamais a eu toujours une forme d'exigence et une forme d'honnêteté vis-à-vis du design. C'est-à-dire qu'il n'a jamais transigé avec ça, avec ses lignes, avec ses produits. Et si 50 ans après on est encore là, je parle pour la jeune entreprise qui est juste à côté, je crois que quand on a une vraie volonté, quand on a de vraies idées, il faut persévérer. Voilà, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Voilà. Après, vous voulez qu'on commence Oui, ce que je me dis, c'est que je pense que l'idéal, c'est effectivement de commencer par. Ils vont se mettre là-bas. Mais je pense que le PowerPoint est visible, il est visible sur l'écran. Donc, À moins qu'on le rapproche, peut-être qu'on peut non, rapprocher. je peux le mettre là-bas, parce que j'aime pas, mais on y va ensemble, on va y aller ensemble. On va se tourner, parce que sinon on va raconter. On peut s'asseoir en face. Et Cédric, à ce moment-là, tu retournes vers la salle. Oui, je pense. Mais il va te répondre, je pense. Oui. Donc, bonjour à tous. On va vous faire une petite présentation de cette société. Tout d'abord, on va vous parler de Dominique Imbert parce que c'est quand même lui le fondateur et c'est grâce à lui que cette société existe. Voilà. Dominique Imbert, c'est avant tout un créateur. Bon, pourtant, au départ, il n'a pas fait d'école de design. Hein. C'était un littéraire. C'est un prof d'anglais. Il était étudiant à la Sorbonne. Il a fait Sciences Po. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a toujours aimé travailler l'acier, qui a toujours aimé créer. Et travailler l'acier et les formes. Donc, avant de faire des cheminées, dans les années 65-70, voilà, c'était ces créations qu'on tient à vous présenter, qui existent. Et puis, ça a évolué vers ce type de forme, et quand on regarde ces formes, on commence à voir les premières cheminées, finalement. Et puis, dans les années 60-70, il s'est retrouvé au nord de Montpellier, dans un petit village qui s'appelle Violefort. Et il a racheté une ruine à un temps où la ruine ne valait pas grand-chose, pour tout dire. Et il s'est installé, donc c'est lui, dans son premier atelier, vous voyez, un peu à ciel ouvert. Je dis ça parce qu'en fait, il est vraiment parti de rien. C'est ça la réalité. Et comme il avait froid, il a construit sa première cheminée, qu'il a construit pour lui. Il a construit avec des morceaux de ferraille, qui s'appelle l'Antifocus, qui existe toujours dans cette maison. Elle y est toujours, elle n'a pas bougé. Et à partir de là, des architectes amis lui ont dit ça serait bien que tu nous fasses une cheminée. Et il a commencé à
de ce premier modèle qu'on a vu précédemment, il a fait ce modèle en 68 qui est un modèle donc suspendu, pivotant. Il faut quand même imaginer pour les plus jeunes ce que c'est ce type de cheminée dans les années 70, où la cheminée c'était plutôt de poutre, de la pierre, et c'était pas vraiment ce type d'ovni qu'on voit. Donc il faut imaginer que les débuts ont été longs et douloureux, très douloureux, mais que rapidement il a tenu à ses idées, il était convaincu, et surtout du fait qu'il était pro-anglais aussi, il faut le dire. Il a de suite vendu, à l'export. Donc ça c'est la première cheminée qu'il a vendue quasiment à l'étranger, en Italie en 70. Et ça c'est ça qui est assez remarquable, c'est que l'entreprise très rapidement, à la fois il y a eu la création et à la fois il y a eu de l'export. Très rapidement. Voilà. Donc là je vais vous faire passer quelques premières créations de modèles qui étaient des modèles ouverts. Les modèles évoluent parce que les normes, les exigences évoluent. Voilà, on vous fait passer quelques modèles iconiques, certains n'existent plus, ne sont plus sur le marché. Et puis, au début des années 90, on va dire, ça a été le début de la société en tant que société. Et le début d'une organisation d'entreprise, avec un vrai service export, avec une vraie organisation. Et là, grâce à un architecte, il a gagné un projet de 300 cheminées au Japon. Et effectivement, ça a beaucoup aidé à cette époque, parce qu'il y avait 300 cheminées d'un seul et unique modèle dans cet endroit-là. Donc, en termes d'image, en termes de marketing, ça a beaucoup aidé l'entreprise. On en a beaucoup parlé. Donc, voilà, donc, on peut passer rapidement. Je ne veux pas non plus être trop long. Et en fait, il y a eu un second marché quelques années après, où là on lui a demandé de créer réellement un modèle pour ce projet. Là il y en avait 121 exactement. Et il a créé un modèle qui s'appelle Edo Focus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est celui-ci. Donc, à la fois ces modèles correspondaient au marché japonais, aux règles antisismiques qui sont en vigueur, et à la fois, voilà, en termes de taille, parce que ce sont des appartements plus petits, on est passé des foyers ouverts, des foyers fermés, puis on verra par la suite, on passe à des modèles qui doivent respecter des normes environnementales de plus en plus conséquentes, et chaque fois, dans le respect du design, dans le respect des produits. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une des grandes forces de Focus, c'est que l'entreprise a souvent travaillé avec des partenaires assez prestigieux en termes d'architectes. Là, par exemple, c'est Sir Norman Foster, c'est dans son cabinet d'architecture, et il avait sollicité la société pour le siège d'Electronic Arts, c'est ceux qui font les jeux vidéo, pour créer une cheminée spécifique. Et même quelqu'un comme ça lui a laissé les coudées libres pour créer le modèle qu'il voulait. Et c'est ce modèle-là, c'est au siège d'Electronic Arts. Donc ça, c'est un modèle qui a été créé spécifiquement. Donc ça, c'est les années 2000. Et il y a beaucoup d'autres projets qui ont suivi. Les modèles ont parfois été dans des musées aussi. Donc ça, c'est une forme de reconnaissance importante en termes de design. C'est sûr que le développement à l'export s'est fait souvent au début au travers de salons, mais de rencontres avec des architectes qui ont cru au produit et qui ont fait la promotion de ces produits. Il faut comprendre que ces modèles suspendus, au début, elles étaient un peu avant-gardistes, un petit peu en avance sur son époque. Voilà. Donc là, je vous montre quelques nouvelles créations qui sont plus récentes au contour des années 2000. Donc voilà. Et puis cette entreprise, c'est aussi une histoire d'homme. Donc c'est de la fabrication française. On est parti d'un atelier à Vieux-le-Fort. Il a trouvé une usine à Cavaillon, une usine qui faisait des silos, qui faisait des serres pour l'Afrique. C'était les débuts des années 70. C'est une entreprise qui était très grande, où il y avait 200 salariés qui travaillaient. Une vieille entreprise qui avait plus de 100 ans.
Et ces gens-là ont dit ok, on va vous faire votre cheminée. Et Dominique Imbert, c'est aussi une histoire de fidélité. Donc malgré la distance, on n'a jamais cherché à avoir quelqu'un de plus proche, on est resté toujours avec ce site de Cavaillon. Au début des années 90, il n'y avait plus que 12 salariés qui travaillaient dans toute cette unité, et c'était les 12 salariés qui travaillaient pour Focus. On a repris l'usine, on a créé une société. Et aujourd'hui, c'est 70 emplois. Sur la partie de droite, on a créé une partie logistique qui a été créée il y a une dizaine d'années. Et l'atelier central est ce bâtiment que vous voyez au milieu avec les panneaux solaires. Donc, c'est d'une aventure humaine parce que là-dedans, il y a des salariés qui font des cheminées depuis 30 ans, depuis 35 ans. Et c'est une vraie histoire et qui continue. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Et chez Focus, l'homme, il y a une forme de fidélité au sens où, même dans notre réseau d'importateurs, dans nos clients, il y a une forme de fidélité. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément au plus offrant, il faut qu'il y ait des connexions qui se fassent réellement. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on pratique. Voilà, maintenant, les deux structures sont indépendantes, mais elles sont regroupées au sein de groupe. Donc, on est une centaine de personnes. Et voilà, Dominique Imbert est juste au milieu, en bas. Voilà, on peut le pointer. C'est sa plus grosse fierté, en fait. C'est en termes de design d'avoir créé une centaine d'emplois en France. Et en fait, à part des grands cabinets de design, il n'y a pas tant de monde que ça qui a réussi à créer une centaine d'emplois à travers le design. Voilà. Donc là, vous voyez comment elles sont faites, et les cheminées, elles sont faites quand même. Il y a beaucoup du travail de l'homme. Là, c'est du ponçage, il y a beaucoup d'heures de ponçage sur les modèles. Voilà, donc c'est de la fabrication à façon. Voilà. Dans l'export, comme je vous disais, depuis le début de la société, c'est quelque chose qui a animé Dominique Imbert. Et aujourd'hui, tout à l'heure j'en parlais, je discutais avec un journaliste, vous voyez, pendant le Covid, on a pu continuer à livrer des cheminées, malgré les difficultés, grâce notamment au marché export, qui eux, nous demandaient toujours des cheminées. Et alors l'export chez Focus, c'est cette particularité, c'est qu'on est une PME qui est capable de livrer dans 70 pays différents par an, des fois une cheminée, mais qui est capable de livrer à travers la planète, avec les outils que l'on a aujourd'hui. Et c'est ça notre force en fait. Et donc on a une clientèle qui est assez atomisée. Effectivement, on est dans un marché de niche, bien entendu. Mais voilà, c'est ça, à partir de petits villages dans l'arrière-pays de Montpellier, on distribue dans... Voilà, c'est ça, et ça c'est une vraie fierté en fait. Voilà. Dans l'export, c'est principalement l'Europe, mais c'est également l'Australie, c'est également les États-Unis, c'est l'Asie, et c'est des nouveaux marchés, on en parlera tout à l'heure. Là, on vous a fait une petite sélection. Alors, je veux quand même, pour le public, n'imaginez pas que toutes les cheminées vont dans des maisons comme je vais vous montrer. Voilà, parce que trop souvent, les gens, justement, c'est la difficulté, pensent que la cheminée ne va que dans ce type de maison. C'est pas vrai. Je n'ai pas ce type de maison, j'ai mis une cheminée, rassurez-vous, je n'ai pas ce type de maison. Mais c'est pour montrer des projets à l'export qui sont liés souvent avec des grands mondes de l'architecture. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait des choses à prendre. Donc ça, par exemple, c'est un grand cabinet qui s'appelle Sunita. C'est un observatoire de Rennes en Norvège. Vous voyez, je peux passer. Là, c'est une église du Bauhaus en Allemagne, qui a été réhabilitée. Ceci, c'est sur la Costa Brava en Italie. Voilà. Ça, c'est en Russie. Voilà. Ça, c'est en Nouvelle-Zélande. Souvent, c'est en bord de mer, c'est vrai, mais c'est aussi à la montagne. Voilà, ça, ce modèle, c'est en extérieur.
C'est un des plus grands architectes brésiliens, je n'ai pas son nom là, mais c'est un des plus grands architectes. Voilà, je vous laisse défiler les photos. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vis-à-vis des salariés qui fabriquent ces cheminées aussi, c'est une forme de fierté. C'est-à-dire que régulièrement, avec leur bulletin de salaire, ils ont une belle réalisation du mois. Donc c'est important aussi, on essaie de tous les services de l'entreprise, on essaie de donner une forme d'information pour que chacun, voilà, il n'y a pas de soudeur, il n'y a pas que des créatifs, c'est un ensemble de choses, on essaie d'avoir cette forme d'unité. En fait. C'est pas toujours facile, mais il faut essayer. Je vais laisser la parole à Christophe. J'ai appuyé sur son bouton, donc il appuiera. Il va vous parler, lui, de l'évolution de la gamme vis-à-vis des normes et des réglementations. Et on n'est plus dans le sujet du design. Voilà. Alors, toutes les photos qui ont défilé précédemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voyait, on a vu beaucoup les master pièces, on va dire, chez Focus, donc beaucoup de foyers emblématiques qui sont des foyers ouverts. Voilà. Et peut-être que vous avez eu écho de tout ce qui s'est passé ces dernières années, et notamment toutes les normes qui sont arrivées dans la partie environnementale. Et donc, ces produits ont commencé à être un peu montrés du doigt dans le sens où il y avait des rejets de particules, tout ça. Donc, ça a commencé à nous impacter, on va dire. Et moi, donc j'ai connu un peu le Focus qui faisait presque de la pièce d'art. Vous voyez, je veux dire, un produit comme ça, il y a quelques pièces en acier où on les soude ensemble, on les ponce bien, on les peint, je veux dire, pour un certain nombre, si vous êtes chef d'entreprise, vous développez des produits, c'est autrement plus complexe. Donc on est passé de la pièce d'art à véritablement, on va dire, le design industriel, où aujourd'hui il y a beaucoup d'allers-retours entre, on va dire, le bureau d'études et justement la partie artistique de Dominique Imbert. Je peux juste dire un mot. Cette pièce qui est là, Dominique Imbert dit toujours je l'ai dessinée au sol à l'usine en 1973 et le soir je partais avec le modèle. Ce modèle-là, il a fallu 2 ans de développement. Voilà, et 2 ans, bien sonné. Donc du coup, comment dire, la première étape, ça a été surtout de leur donner un peu peau neuve et trouver des nouvelles niches pour que ces produits perdurent dans le temps. Et on pense même qu'ils nous survivront parce que finalement, je pense qu'on est en phase d'y arriver. Et on a amené doucement ces beaux objets vers la décoration et plus vraiment le chauffage. Donc on peut imaginer qu'en plus un produit blanc comme ça, comme on l'a proposé, on ne fait pas souvent du feu dedans, quoi. Donc à l'autre bout de la planète, on va dire que les gens achètent l'objet iconique design qui a 50 ans. Fabriqué en France, dans un environnement qui correspond aux standards européens et tout. Et donc ça nous a conforté dans l'idée que ces produits-là devaient trouver une nouvelle vie en fait sur les marchés mondiaux. Et donc c'est un peu la même histoire pour, on va dire, ce qu'on appelle la gamme outdoor, mais qui ne sont que finalement des produits d'intérieur qui doucement ont glissé vers une nouvelle façon d'aborder l'espace. Et les gens voilà, les architectes surtout, parce qu'on est beaucoup prescrits pour ce type de produits, s'occupent aujourd'hui autant du design de l'intérieur de la maison que de l'aménagement de l'extérieur. Donc on s'est permis aussi de faire des produits rouillés, donc on est allé vers des textures différentes. Voilà, donc là, bon, on ne va pas parler de grandes innovations, mais il fallait avoir l'idée. Parfois, ça peut être aussi des commerciaux, notre réseau de revendeurs. Et puis de toute façon, c'est quand même une famille Focus très proche, hein, où on échange beaucoup là-dessus. C'est innovant et pragmatique. Voilà, et pragmatique. Donc ça, c'est les premières choses qu'on a mises en place.
Et puis, on est rentré vraiment dans l'ère du design industriel quand les normes se sont durcies énormément sur tout ce qui est rendement, poussière, etc. Et là, on peut parler d'un produit aujourd'hui emblématique chez Focus. Déjà, au niveau design, c'est quand même la plus simple expression entre le feu et son conduit. Donc, pour moi, on est arrivé vraiment à l'essentiel, même si le gyrofocus est magnifique et parle d'un design intemporel. Ici, on est, je crois, sur les plus grosses ventes aujourd'hui. Voilà. Aussi parce que c'est un produit très technologique. Donc là, il y a une petite animation qui va expliquer un peu comment ça se passe. Donc on est sur un foyer fermé, hermétique. Donc hermétique, ça veut dire qu'il va chercher donc l'air frais au-dessus de la toiture, en bleu. La combustion se fait dans la chambre ici et rejette les gaz par l'intérieur. Donc vous avez 3 conduits au final qui sont concentriques. Et donc tous les allers-retours que vous pouvez imaginer entre le bureau d'études et le design pour ne pas dégrader le dessin original, quoi. Et donc ça a été un peu notre saut dans la technique, je pense. Voilà, et ça a été une réussite et la preuve que toutes les équipes pouvaient travailler ensemble, ce qui n'est pas évident de passer de pièces très artistiques à des pièces très technologiques. Donc là, bon, voilà. Comme dit le patron, il faut se faire mousser un petit peu. Il a eu un certain nombre de prix, évidemment, et je pense que c'est pas que l'affaire du design, on va dire de l'esthétique, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière en termes technologiques qui ont permis ça. Donc en plus, on peut encore avoir des installations avec des très hautes hauteurs sous plafond. Donc il y a le défi Focus continue à être relevé à travers ces pièces-là. Parce qu'on aurait pu faire la même chose, mais là, les contraintes techniques permettraient par exemple une hauteur sous plafond de 2,50 m, ce ne serait pas pareil, quoi, ce ne serait pas Focus. Donc voilà, on peut dire que le gyrofocus, le slim focus aujourd'hui, ça raconte presque 50 ans d'histoire, même si je vais vous parler de nos recherches actuelles. C'est un produit très important pour nous en fait. Comme disait Jean-Marc, on est sur du produit de niche, on est sur de la micro-niche en permanence et on ne pouvait pas faire l'impasse du combustible gaz. Et c'est un peu l'esprit de l'entreprise, c'est quand même de se challenger même dans les secteurs qui nous sont inconnus. Donc il y a eu beaucoup de travail sur le gaz. Et je reviens à l'idée du design industriel, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans des boîtes cubiques, on est sur des formes extrêmement restreintes, compliquées à travailler pour les ingénieurs. Il ne faut pas que les vitres s'encrassent, il faut pouvoir démonter les verres une fois par an pour les nettoyer. Donc c'est un casse-tête pas possible, si vous voulez, pour arriver à un produit. Il fait 500 de diamètre. Donc il faut imaginer un tout petit produit par rapport à un gyrofocus qui fait 1,20 m de diamètre. Ouais, 1,25 m. Donc c'est pareil, les temps ont changé, l'habitat, toutes les photos que vous avez vues d'architectes, en effet, c'est pas non plus les 80% de nos ventes. On est sur des endroits qui sont beaucoup plus restreints, on revient sur des produits beaucoup plus petits, et c'est d'autant plus difficile finalement pour le travail des équipes en développement, il faut bien le dire. Donc lui aussi a eu quelques médailles. Et donc actuellement, les normes sont encore davantage durcies et les foyers ouverts sont carrément menacés d'être interdits à la vente. Voilà. En 2022, il faut imaginer que il y a 2 ans, on s'est dit on peut fermer boutique quasiment si on n'arrive pas à trouver les moyens techniques pour faire perdurer nos icônes, quoi, qui sont quand même encore demandées aux 4 coins du monde. Qui sont toujours plus demandées aux 4 coins du monde. Voilà, donc sur le marché européen reste quand même notre le marché principal. On fait du current export, on a vu quelques photos, mais c'est quand même pas ce qui nous fait vivre. Et le marché européen va passer sur une norme qui s'appelle Eco-Design, qui va être extrêmement restrictive. On n'aura pas le droit de vendre ce type de produit.
si on fait de la combustion bois classique. Voilà. Donc ici vous avez un défi technique qui était de faire un gyrofocus à gaz. Je vous lance la vidéo où il y a du bruit d'atelier derrière. Donc ici vous avez des fausses bûches en céramique, mais qui sont parfois plus vraies que nature. Et vous avez surtout quelque chose qui ne s'est jamais fait, c'est vous avez l'alimentation gaz qui arrive par le toit, qui descend dans ce conduit, qui alimente le gaz ici, et les fumées chaudes repartent dans le même conduit. Et tout ça n'explose pas. Donc bon, il y a quelques parois entre... mais je ne vais pas vous parler trop de technique, mais je pense que c'est ce qui fait aussi la force de Focus. Et ça a toujours été un peu transgressif. On proposerait ça à n'importe qui. Mais Dominique Imbert a dit de suite allez-y quand même. Donc on a fait des essais. Il n'y avait aucune norme qui l'interdisait. Parce que parfois, c'est aussi ça la force de l'innovation du design. Peut-être vous vous rappelez de tous ces produits au bioéthanol qui ont envahi le marché il y a quelques années. Il a fallu 2 ans pour qu'il y ait des normes qui existent, finalement, parce que le produit était nouveau, et comme tout produit nouveau, les normes n'ont pas tout prévu. Donc en fait, finalement, là, on arrive... peut-être qu'il y a des normes qui vont se mettre en place, mais nous, en tant que constructeurs, on doit avoir des produits sécures, et il ne s'est jamais rien passé en 50 ans, je crois. Là, c'est quelque chose de très important, parce qu'on n'a pas dégradé le produit au niveau design originel. Et ça, c'était un vrai casse-tête pour les équipes de travail, quoi. Je rajouterai juste sur ce type de produit qu'on l'a fait presque pour un marché, encore une fois, de niche, export. Ce sont les USA, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait une forte demande de l'autre côté voilà. On est encore une fois sur du produit décoratif, là. Parce que si on était sur du produit chauffant, il devrait être hermétique, avec des verres, avec des sécurités de partout. On va progressivement avoir un Focus qui va avoir une gamme, à mon avis, d'agréments et décoratives. Et en parallèle, comme je vous ai montré tout à l'heure, une gamme outdoor, une gamme chauffante, voilà, et maintenant même une gamme holographique. C'est-à-dire que, toujours dans l'idée de faire perdurer les produits de Dominique Imbert, on s'est demandé, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu des produits blancs tout à l'heure, donc on peut imaginer qu'un certain nombre de clients ne font même pas de feu dedans, et puis c'est pas dégrader le produit ou l'image de la marque, c'est un objet d'art pour certains, ou de design, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais... Donc finalement, ça semblait pertinent de s'intéresser à la fausse flamme, voilà, vulgairement. Il faut savoir que les nouvelles normes pour les maisons en Europe, c'est passer basse consommation, mais bientôt on aura des maisons qui seront quasiment étanches, où la chaleur se trouvera d'elle-même. Donc en fait, de moyens de chauffage, il n'y en aura quasiment plus. Donc l'objet cheminée, il faut l'imaginer presque décoratif, et non plus forcément pour chauffer, puisque la maison, on n'aura plus besoin. Voilà. Donc, toutes les maisons ne sont pas les mêmes, mais c'est quand même les tendances. Voilà, alors, quand je vous parlais de faux feux ou de fausses flammes, ça ne fait pas vraiment rêver, hein, quand ça fait, voilà, on imagine que c'est... mais finalement, ce qui était le plus important, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avançait dans ce projet, c'est la dimension hypnotique du feu, en fait. Et il faut se resituer dans le contexte, comme le dit Jean-Marc. Notre clientèle, on peut imaginer qu'elle préfère allumer sa cheminée avec son smartphone aujourd'hui que d'enregistrer ses bûches voilà. Donc, on est allé vers ça, l'holographie, l'expérience numérique. Il y avait d'autres solutions. Je ne sais pas si vous connaissez les vapeurs d'eau. Alors c'est une vapeur d'eau avec des petites LED qui fait un semblant de feu. Il y a carrément des écrans aujourd'hui dans certains hôtels. Vous avez des écrans qui
qui diffuse du feu. Et donc on va dire que ça nous semblait quand même un peu derrière toutes ces solutions qui nous arrivaient beaucoup d'Angleterre. En plus, il y a beaucoup de faux poils, de bûches. Voilà, donc je vais vous passer un film sur l'holographie. C'est pas une 3D, c'est vraiment filmé. C'est la première maquette qu'on a faite et sur laquelle, la maquette aboutit, parce que la première maquette était quand même un peu ratée. Mais même un peu raté, Dominique Imbert a dit continuer. Ça lag un peu, on va faire avec. Donc ici, vous voyez, à la base, il y a un verre en fait. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Dans cette partie, vous avez des LED qui traversent une partie composite qui représente la fausse braise. Les bûches que vous voyez, ce sont entre guillemets des vraies bûches au niveau physique. Ce sont des bûches en céramique. Et on va dire le mix entre finalement l'image des flammes qui est digitale, les vraies bûches en 3D et ces deux petites flammes que vous voyez là sur les côtés qui finalement sont exactement calées sur ces deux bûches là permettent de créer on va dire de la profondeur et on ne peut pas parler à proprement dit d'hologramme parce qu'un hologramme c'est vraiment de la 3D, hein. C'est du voxel, c'est plus du pixel, c'est de la 3D. Donc on parle vulgairement d'hologramme parce qu'on a une vraie sensation de 3D quand on regarde ce produit. Et donc on y a ajouté le bruit du feu et puis voilà, on va continuer, on va y ajouter peut-être ici un moyen de chauffage. Peut-être une résistance. Voilà. Qui suffira dans certaines maisons. On commence à se demander s'il ne peut pas y avoir de l'odeur. Voilà. Parfait. Exactement, bien vu. Et pour aller peut-être vers des expériences numériques un peu plus folles, on va dire, que présenter simplement du feu très bien fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toutes les animations de particules, tout ça, sans que ça devienne une boîte de nuit à l'intérieur, on va essayer de bien régler ce curseur qui est compliqué quand même dans la prospection. On va aller vers ça. Mais avant, donc là, bon, c'est un slide qui explique un peu comment ça fonctionne, mais on ne voit pas bien. Ici, là, vous avez un écran qui est dans ce qu'on appelle l'avaloir, qui est horizontal, qui projette finalement le film de fausse flamme sur cette... Excusez-moi, je tremble un peu, mais je suis loin. Ici, il y a 10 mètres. Ici, c'est un verre à 45 degrés, un verre holographique très spécifique avec des traitements qui sont carrément secrets. Et derrière, vous avez, on va dire, l'assemblage de fausses bûches. Et vous avez l'image qui est projetée un peu vers là, on va dire. Voilà. Et donc, pour le coup, on peut s'autoriser même des matériaux qui n'ont pas besoin de supporter la chaleur. Alors, je ne vous dis pas que demain on va faire du composite, mais en fait, il y a quand même des portes qui s'ouvrent à nous en termes de design industriel. Et puis, il n'y a pas que du polyester, il y a des fibres naturelles, des résines naturelles. Aujourd'hui, mon travail, c'est de prospecter un peu dans tout ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on peut imaginer qu'on aille vers ça. Après, il faut se poser la question de si on ne dégrade pas le produit dans le sens où on est sur un matériau noble qui est recyclable à 100%. On va dire que les décideurs feront leur choix. Mais on fait des recherches autour de ça parce qu'on sait que la cheminée telle qu'on l'a connue, elle est en train de disparaître quand même. On va, comment dire,
on a choisi au début un produit dans lequel il était facile de travailler en termes de dimensions, qui faisait un diamètre de 950. Et puis, on poursuit le travail sur des produits beaucoup plus petits par rapport aux espaces restreints, par rapport au marché asiatique qui peuvent un jour arriver. Et donc, on va dire que le prochain modèle s'apparentera à celui-ci, même si rien n'est vraiment acté. Et on pense que d'ici peu de temps, on va glisser vers le mobilier, tout en restant dans l'esprit feu, c'est-à-dire que cette partie-là qui est raccordée n'a plus lieu d'être au final, puisque c'est infographique. Donc on va certainement s'orienter, je ne sais pas, vers des bibliothèques où il y a une partie feu à l'intérieur et des produits autonomes comme on pourrait l'imaginer pour du luminaire, ce genre de choses. Et donc c'est un gros challenge et également commercial pour Focus. Donc ça va, voilà. Bon, je pense que ça va se faire doucement dans les années qui viennent. Tout simplement pour aller chercher ce type de marché, quoi, des petits appartements haut de gamme et des prescriptions d'architectes où on peut générer un peu plus de séries parce qu'on est sur de la très petite série chez Focus. Et on ne l'a pas dit encore, peut-être, mais peut-être ça vous semble évident aussi que de toute façon tout est fait à façon, c'est un produit sur mesure. Je crois qu'on a oublié de vous le dire, mais c'est important, c'est-à-dire que. Le produit sur mesure fait que. C'est une des raisons pour lesquelles on peut encore fabriquer en France. C'est quand même une des raisons essentielles qui fait qu'on peut fabriquer en France. Mais c'est vrai que tous ces nouveaux produits nous amènent aussi vers d'autres marchés, vers d'autres segments de clientèle. Là, avec l'holographie qu'on va faire équipe hôtel en fin d'année, on imagine pouvoir intéresser des équipements d'hôtel, pour faire des ambiances, des choses comme ça. Et puis, je dis toujours les mots ont un sens. Le jour où on passe à l'holographie pure, on n'est plus dans le cheminée en fait. On n'est plus dans l'immobilier, on est un petit peu dans autre chose. Voilà, là, par exemple, sur ce projet-là, on a juste, entre guillemets, juste une cheminée ici, quoi, qui va être intégrée. Parce qu'on est dans la fumisterie, il y a toute une étude, c'est compliqué, hein, c'est une cheminée, par exemple, dans un endroit comme ça. Si on est sur de l'holographie, on peut imaginer que la prescription se fasse sur tous les, on va dire, les bâtiments autour, quoi. Hein. Et d'ailleurs, je dirais même que la cheminée, j'ai toujours dit qu'elle était prescrite plutôt par des archives. Quand vous passez dans l'holographie, elle peut être prescrite par de l'architecte d'intérieur. Tout simplement, c'est de l'aménagement. Parce qu'il n'y a plus besoin de raccordement, des choses comme ça. On évolue vers ça aussi. On peut évoluer vers ça. Voilà. Voilà, donc ça se termine. Et si vous avez des questions, parce que je pense qu'on a oublié des choses. Merci beaucoup. Je pense que les questions elles viendront en écho avec ce que va nous raconter Ansel, parce que ça va être vraiment un autre univers. Et j'imagine vraiment un développement, bon encore très, très jeune chez Ansel, mais beaucoup plus court que le vôtre, à 40, presque 50 ans. 52. 52, bon. Olivier, on ne peut pas faire d'abord la question. Ouais, j'avais envie de les faire à la fin plutôt. C'est chaud là maintenant. Ah Bah, si t'en as une, vas-y, évidemment. Non, parce que voilà, après, Hugo Benz, je suis designer. Je suis très intrigué par votre développement, le dernier développement. Oui. Ou ma part. Voilà, c'est mieux comme ça. L'hologramme. Mais moi, je suis très surpris, même un peu, si je peux dire comme ça, inquiet. Personnellement, je dessine beaucoup de luminaires. Et c'est comme je regarde des lampes de luminaire où on va projeter une image de luminaire, mais à la fin, ça ne s'éclaire pas. Je peux imaginer que votre core business, à l'origine, c'est de chauffer. Bien sûr. C'est des outils pour chauffer. Et du coup, vous commencez à proposer des outils qui chauffent plus, si j'ai bien compris. Surtout l'hologramme, le gaz peut-être un peu moins. Un peu plus, pardon. Et donc ça devient des objets avec une forte charge décorative. Oui.
décoratif. Oui. Donc, je me demande, est-ce que c'est pas risqué de laisser cette partie de tout, de base, l'outil de base dans un objet qui chauffe à une image, parce qu'à la fin c'est une image. Et pourquoi vous n'avez pas choisi de suivre plutôt, malgré toutes les limites qui sont arrivées, qui vont arriver davantage, à des objets qui chauffent différemment? Alors, des objets qui chauffent différemment, on en a, puisqu'on est passé au gaz. D'accord. C'est quand même une autre façon de chauffer que le bois. Hein. Il y a 20 ans, je suis au gaz, c'est pas vraiment. Aujourd'hui, beaucoup, quand vous regardez un magazine, il faut imaginer toutes les photos de cheminées où c'est très ouvert, très évasé, c'est 9 fois sur 10 c'est du gaz. Hein. C'est déjà ça. Après, l'holographie, on est encore dans l'expérimentation et le développement. On sait très bien que malgré les normes et les réglementations, on a 50 ans, un peu de recul, on sait très bien que les maisons ne seront pas toutes avec toutes ces normes, on sera plus là malheureusement. D'accord, donc les cheminées bois ont toujours De beaux jours. de beaux jours devant eux. La preuve, c'est que ces modèles ouverts et coniques continuent à progresser en termes de vente. C'est ça qui est paradoxal en fait. Et c'est un peu notre force. Après, on est une entreprise, on se doit de trouver des marchés, on se doit d'avancer. Et au même titre que toujours, j'ai vu Porsche qui a fait une Porsche sa Porsche traditionnelle électrique. Ben, c'est un petit peu dans cet esprit-là en fait. Après, l'holographie, on imagine aussi encore de chauffer avec une résistance dans le conduit. On n'en a pas parlé, mais c'est la seconde version. On continuera à chauffer, parce que c'est important, je suis d'accord. Là, l'holographie qui est purement décorative, c'est plus un marché d'hôtel, vous savez, d'ambiance, dans des lodges, dans des endroits un petit peu comme ça, où parfois ils ont mis des cheminées à l'éthanol, des choses comme ça, où en termes de sécurité, ils veulent créer plutôt une ambiance que chauffer. Vous voyez. Mais l'holographie chauffée, enfin électrique donc, oui, sûrement. C'est-à-dire que dans le conduit, on peut très bien mettre une résistance. Et la version 2, il y aura une résistance. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas développé davantage tout un autre objet? Pourquoi reprendre l'objet iconique et mettre un hologramme dedans? Je peux vous répondre par rapport à ça? Parce que je pense que je comprends votre question aussi sur le fait qu'il y a cette partie mobilier qui vous gêne un peu, qui deviendrait du luminaire, mais qui n'est plus de la cheminée, enfin entre deux. Je ne sais pas si je l'ai bien exprimé, mais c'était à la base aussi pour sauver ces objets iconiques. Donc en fait, on n'avait pas le choix, si vous voulez, à un moment donné. C'est-à-dire que le gyrogaz, par exemple, le gyrofocus à gaz que vous avez vu, on a réussi à faire quelque chose qui soit accepté par les normes, mais finalement... Le modèle iconique ouvert, dans 2 ans, c'est interdiction de mettre à la vente. Eh ouais. Donc, soit vous aviez un produit qui a 50 ans d'histoire qui allait disparaître, soit on faisait le mieux possible. Le sauver. Je ne comprends pas la démarche. Pourquoi vous voulez sauver? Simplement, c'est obsolète et il faut continuer. Non, parce qu'en fait, on a par rapport à notre marché de revendeurs, on a des personnes qui souhaitent avoir des produits qui ne chauffent pas. D'accord? Donc, et des gens qui, par exemple, vous avez un revendeur belge qui nous dit moi, la maison telle qu'elle est livrée aujourd'hui, elle n'a pas besoin de chauffage. Alors, quand on allume votre foyer, on doit ouvrir toutes les baies vitrées, par exemple, vous voyez. C'est une réalité, là on est vraiment dans le pragmatique, vous voyez. Et ces gens-là veulent avoir cet objet iconique de 68 au même titre que la Boltière suspendue. Et puis chez nous, en fait, pour moi, je l'ai vu comme une mission vraiment personnelle de pouvoir faire perdurer on va dire, la vie de ces objets aussi. Ce que je pensais, c'est dans votre cas, vous êtes à l'international direct, vous avez une diversité de clientèle, de distribution, etc. Il faut que vous arriviez effectivement à vous caler au bon endroit. Tout à fait. Si vous voulez faire perdurer, c'est pas que du concept fumeux tout seul. Non, si c'est pas que du concept fumeux. Et puis
puis, vous savez, quand l'entreprise a commencé il y a 30 ans, on était 3 ou 4. Donc, on a une forme de folie créatrice qu'on peut avoir. Quand vous avez 5 emplois, vous savez, j'étais hier à l'usine, le chaudronnier, il a envie de continuer à souder. Voilà, donc... Et le créateur, il a envie de continuer à créer. Donc quand il a vu l'opportunité de faire des objets mobiliers en rapport avec le feu, je peux vous dire que finalement, l'étude de marché, elle a été vite faite dans sa tête. On va continuer. Et puis le créateur aussi, il a une forme de fierté aussi, d'avoir un objet qui résiste au temps. Je veux dire, je pense que je le connais très bien, on le connaît tous très bien, mais le créateur quand même, de se dire que son modèle qu'il a créé en 68, sans que le design ait bougé extérieurement, continue à se vendre 50 ans après, c'est une forme de fierté. Et il se dit combien de produits, il n'y a pas tant que ça de produits qui durent comme ça dans le temps. Voilà, bon, c'est sûr. Après, il y a une forme de... c'est toujours compliqué. Merci beaucoup pour cette présentation. On va peut-être rester tous ensemble en bas. Là, on est très bien. Je pense que ce n'est pas la peine de remonter sur l'estrade. Les questions sont vraiment ouvertes pour le coup. Alors merci Hugues, parce que maintenant on est vraiment dans le vif du sujet débat, table ronde. Voilà, n'hésitez pas à vous interroger les uns les autres. On est vraiment entre designers pour le coup. Il y a un business développeur, ou du moins un directeur financier, c'est ça? C'est ça. Voilà. Mais je pense que l'axe du développement d'entreprise me semble vraiment important. Moi, je me demandais un petit peu pourquoi le Japon chaque fois. Est-ce que vous avez une idée culturellement? Il y a quelque chose qui lie l'émergence de produits, de concepts nouveaux avec. Ils comprennent mieux que les autres ou... Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'est rencontrés au hasard tout à l'heure. Et en fait, au bout de 10 minutes, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de similitudes. Des matériaux différents, mais il y avait vraiment beaucoup de similitudes dans les histoires en fait. D'accord. Et ce que vous avez raconté, j'en ai vu d'autres encore. Parce que il y a quand même une forme de passion là-dessus. Il y a des fois des histoires humaines. Et bon, on ne peut pas en parler, mais il y a vraiment de vraies similitudes. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de vraies similitudes. Et voilà, donc c'est ça qui m'étonne le plus en fait, c'est ça qui est frappant. Voilà. Je pense aussi que dans l'atelier Focus, on le ressent qu'il y a une vraie passion aussi qui s'est partagée non seulement pour Dominique Imbert, mais qui s'est aussi retransmise sur toute l'équipe et qui a vraiment une famille qui est mise en place, donc ça part de l'intérieur vers tout le monde et ça c'est la meilleure façon aussi de créer et de partager une expérience humaine. Je pense aussi, par rapport au Japon, il y a une autre peut-être petite réponse. Je pense avant tout c'est un grand compliment. Oui. Parce que les Japonais, on sait bien, ils sont en recherche sur les produits incroyables. Je pense juste au kimono, voilà, ils ont cette culture-là, donc je pense qu'ils reconnaissent quelque chose dans vos produits où il y a une recherche à la fin similaire, vraiment une recherche, si je peux l'appeler, de la perfection, quelque chose vraiment où ils vont recherche où on va au bout et il y a juste une solution à la fin possible. Et je pense que dans vos produits et Hans là, j'aimerais bien essayer le produit pour comprendre, mais je pense que c'est ça aussi. Donc, il y a cette reconnaissance, je pense, il se reconnaît dans ce type de produit. Ils comprennent très vite le design de l'impression et les produits minimalistes. Ils ont beaucoup plus une passion. Enfin, je pense que ça touche beaucoup plus de personnes là-bas d'un côté. Et en plus, aussi, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y a beaucoup de sensibilité sur l'éducation. On a ressenti beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises qui aussi partagent beaucoup de produits pour l'éducation des enfants, la thérapie. On a ressenti qu'il y avait, c'était important, les moments école, jeux aussi. Donc pour nous, ça a été
je pense, le mélange des deux choses qui finalement sont nos valeurs, le design et l'éducation. Dans le cas de Dominique Imbert, c'est le fait qu'il soit prof d'anglais qui semblerait avoir facilité le décollage à l'international, ou est-ce que c'est... Ça l'a beaucoup aidé, mais en fait, c'est quand même quelqu'un qui, oui, c'était une autre époque, mais il m'a toujours expliqué, dès qu'il a eu 4 sous, il a fait un salon à Los Angeles, voilà, avec sa cheminée, il est parti tout seul, et voilà, en fait, c'est ça en fait, parce qu'on n'en a pas trop parlé, parce qu'on ne voulait pas être trop long, trop barbare, mais effectivement, le développement du réseau s'est fait au travers de tous ces mêmes salons. On fait maison et objet aussi. On faisait bâtiment, on faisait le concours l'épine, voilà, oui, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Mais oui, le développement export, c'est... il a compris aussi qu'il était dans une niche, donc, comme il disait, ça ne va pas souvent entre Violefort et Saint-Gilles tout le temps, vous comprenez? Voilà, donc, même si on en a vendu beaucoup. Mais voilà, donc, et puis, il y a aussi cette dimension qui est quand même intéressante, même pour les salariés, là, je parle pour les salariés, c'est-à-dire vendre comme produit à l'autre bout du monde, c'est une forme de fierté quand même. Pour les gens qui travaillent, pour le créateur, pour moi, c'est une forme de fierté. Voilà. Sur les 50 ans, c'est quoi les grandes étapes? C'était 10 personnes pendant 10 ans, 20? Non, c'est quoi l'évolution? On va être très clair, c'est 20 ans tout seul. À 20 ans tout seul? Quasiment. Et là, il faut être motivé, il faut être têtu et convaincu. C'est 20 ans tout seul de vache enragée. Ah oui. D'accord? Et un développement au milieu des années 80 qui s'est vite accéléré avec des croissances à 2 chiffres, voilà, tous les ans, jusqu'au milieu des années 2000, après la crise, comme tout le monde. Et puis la réorganisation, les normes, les réglementations qui affluent. Et puis voilà, donc c'est ça l'évolution de l'entreprise en fait, c'est ça l'évolution de l'entreprise. Mais toujours en ayant à l'esprit la création. Nous, quand on fait un budget, il y a 10% de communication, je l'ai dit tout à l'heure, 10% R&D. Voilà, c'est comme ça. D'accord, on a la chance, tout l'argent est réinvesti dans l'entreprise. En gros, c'est ça. C'est ça le but. Et pour continuer à vivre, il faut continuer à créer. Voilà. Et à développer. Voilà. C'est ça. Mais l'avantage de ce type d'entreprise, c'est de pouvoir, si on parle de notre cas, c'est de pouvoir avoir tous les services en interne. Ça, c'est quand même une vraie chance. C'est-à-dire, vous avez de la R&D, vous avez la fabrication, on a la communication, on a les services support externes, mais c'est vrai que en ça, c'est une vraie belle aventure. Et c'est sûr que c'est rigolo parce qu'on est arrivé presque les 2 premiers, on s'est parlé, et c'était intéressant parce qu'en fait, oui, c'est le début de la même histoire en fait, je dirais. Il y a des facteurs communs, donc le succès, ce qui t'attend en fait. On espère que ça. Je ferais peut-être une question sur. Vous avez beaucoup parlé de valeurs. Merci. À quel moment vous avez décidé de définir les valeurs de votre entreprise? Voilà, à quel moment? Parce que je pense que si la réussite dépend beaucoup des valeurs qu'on a fixées, qu'on a définies et qu'on va suivre tout le long. Et je pense que c'est pareil pour Focus. Voilà, et j'aurais aimé que vous me disiez. C'est un peu atypique pour nous, enfin, je sais pas, mais c'est vrai que créer une entreprise avec son frère, quand on a vécu aussi une partie d'enfance peut-être difficile, qui s'est transformée en quelque chose de positif, encore une fois, un problème, une solution. Rapidement, les valeurs elles étaient très très vite établies, donc quand on a créé l'entreprise, c'est venu naturellement en fait. Il voyait mes projets, on en parlait beaucoup, lui aussi était autant passionné que je l'étais, donc très vite on s'est dit mais c'est super, il faut partager ça, il faut aussi faire en sorte que on accompagne les enfants, comme on a pu aussi nous aider à certains moments, parce que le jeu aussi parfois c'est un échappatoire, c'est quelque chose de on va dire thérapeutique aussi, qui aide certaines étapes, mais aussi qui aussi accompagne tout type d'enfants qui n'ont pas forcément un souci de santé. Donc pour nous, ces valeurs, elles étaient claires dès le début. C'était le design et l'éducation, des objets de qualité et plus important, les bienfaits des enfants. Enfin, vraiment que l'objet apporte quelque chose
et soit pensé pour, presque de manière beaucoup plus extrême, même si après on revient un peu, mais vraiment de pousser nos recherches sur le pourquoi du comment du produit, et on aime bien que tous les détails soient très bien pensés. Ouais. Et en fait, ça a été matérialisé, ça a été écrit, valeur 1, valeur 2, valeur 3, enfin, voilà. Oui, il y a eu un peu. Il y a eu un brainstorming là-dessus. Oui, après c'est sûr qu'il y a eu des documents sur quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est le plus important dans les top 5 des valeurs de l'entreprise, et ça s'est formalisé, mais c'est venu naturellement. En fait, on était très vite en phase, mais encore une fois, c'est une chance de pouvoir faire une entreprise entre frères, parce que quand on vécu une expérience comme ça qu'on a vécue enfant, on comprend très vite. Donc ça c'est aussi un aide, et c'est pour ça je pense qu'on a fait une belle accélération ces 2 années, parce que c'est quelque chose qu'on partage, tous les salons qu'on fait, voilà, on essaie vraiment, que ce soit une personne, que ce soit 10, ou c'est quelqu'un qui s'intéresse à son produit, c'est magique, quoi. En tant que créateur, c'est toujours super. Et du côté de Focus, la définition des valeurs, ça s'est fait assez tôt, comment ça s'est fait? Je ne veux pas trop. Le problème, c'est que Dominique Imbert aussi, dans sa prime jeunesse, a eu de gros ennuis de santé. D'accord. Il était corseté jusqu'à l'âge de 10 ans. Il avait un corset. Il était brûlé en couveuse, on va dire. C'était les années 40. Et donc, déjà, il y a en fait, c'est vrai qu'il y a des similitudes qui sont assez étonnantes. C'est pour ça que ça me surprend un peu. Et les vraies valeurs, oui, c'est-à-dire que Dominique Imbert, dans un développement de produit, sur une ligne, on peut passer énormément d'heures, on peut perdre beaucoup d'argent parce qu'il ne veut pas avoir de compromis avec son design, c'est tout. Et les valeurs après avec les hommes, c'est qu'il est attaché aux équipes, ça c'est sûr. 15 ans, 20 ans, bon, plus jeune, mais voilà, il est attaché aux équipes, il est attaché à certaines idées du travail, le Made in France, même s'il n'aime pas trop en parler, il est attaché à ça. Il est attaché aux hommes voilà, qui doivent souder aux conditions. Socialement, il est attentif à... Oui, en fait, c'est pas les one shots, je dirais que c'est comme des artisans qui construisent pour l'avenir. Et moi, il m'expliquait, mon grand-père, il avait un domaine, quand on plante un arbre, un olivier, on le plante pour la génération qui suit. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça, voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, les valeurs sont sur de l'éducation. Ça part d'un principe que, oui, beaucoup d'enfants sont effectivement beaucoup devant les écrans, et peut-être qu'au Japon, le problème est encore plus prégnant. Donc voilà, c'est ça. Et le feu, pour Dominique Imbert, c'est le foyer. Focus, c'est le foyer. Donc c'est autour du foyer, c'est la maison, c'est la famille. Voilà, ce sont les valeurs, les amis, voilà, c'est ça. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Okay. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Et là, tout à l'heure, on parlait d'écologie, donc vous nous avez dit que l'écologie, pour vous, ça a été des contraintes avec les normes, mais est-ce que vous vous appuyez aussi sur l'écologie comment vous le faites? Bien sûr, c'est pour ça qu'on essaie de devancer les nouvelles normes, puisqu'on ne veut pas être taxé de pollueur, évidemment. Donc, tous les nouveaux produits qui existent, qui sont créés, on n'en a pas parlé parce qu'on a voulu traverser, mais tous les nouveaux produits qui sont créés, s'ils ne correspondent pas aux normes, on ne les met pas, on ne les vend pas, on ne les fabrique pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont bornés. C'est-à-dire qu'il y a des designs, des dessins, ils ne passent pas les normes, ils ne passent pas les réglementations, on ne les met pas sur le marché, évidemment. C'est fini. Et puis, oui, il y a une conscience. Puis Dominique Imbert, pour le coup, a toujours eu une conscience écologique. Donc, oui, c'est sûr. Oui, c'est primordial. Voilà. Et de l'autre côté, l'écologie, les produits, le bois, tout est sourcé en fait. Nous, le bois, c'est du bois éco-responsable, PEPC,
qu'il est labellisé, donc c'est sûr que c'est important quand même, parce que c'est quand même on n'a pas envie de participer à la déforestation, bien sûr. Mais c'était important pour nous, et je rejoins encore, on a été têtus pour ça. On ne voulait pas passer sur du contreplaqué, des bouts de plastique, c'était important d'avoir du bois massif, que les enfants y jouent aussi, qu'un objet de qualité. Donc ça a été compliqué dans la recherche de fabrication, mais on a été quand même têtus et on est content de pouvoir encore l'avoir. Et les cônes, c'est des cônes bien sûr non toxiques, qui peuvent être recyclés. Pour des fois, avec le caoutchouc siliconé, on peut aussi en faire des terrains pour les enfants, pour l'extérieur. Ça peut arriver. Merci. Alors, le design a été un facteur d'accélération dans les deux cas, on peut en tout cas le supposer, oui, très clairement. Les relais, alors vous nous avez parlé un petit peu d'innovation, quelles sont vos méthodes en innovation? Comment est-ce que vous pratiquez pour relancer la machine en interne? Alors, en interne, bon, il y a un savoir-faire qui est commun à tous, hein, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le commerce, on s'appuie sur des gens qui travaillent à l'usine, on s'appuie sur des communicants, on s'appuie sur tout le monde en fait, sur tous les services. Et je dirais que de plus en plus c'est collaboratif. C'est de plus en plus collaboratif. La R&D à notre usine qui est à Cavaillon dans le Vaucluse, excusez-moi, qui est à Cavaillon dans le Vaucluse, ils sont 12 personnes en fait. Donc ça travaille avec le design, ça travaille avec les équipes commerciales, ça travaille un petit peu avec tout le monde en fait. Et tout le monde est un peu partie prenante. Et toutes les idées sont bonnes à prendre, même chez des administratifs, même chez des... Voilà. En fait, il y a un savoir, en fait, parce que ça devient un peu une famille, et chacun a des choses à dire. C'est ça qui est intéressant. Parce que le risque, le danger, peut-être, je ne suis pas spécialiste, mais peut-être que le risque ou le danger, c'est quand on est trop pointu dans son domaine et qu'on sort un petit peu de la sphère du monde réel. C'est-à-dire, effectivement, s'il voit un jouet, il est tellement pointu qu'il voit les défauts chez les autres. Donc il faut savoir voir ses propres défauts, mais à un moment donné, il y a une forme de tolérance à avoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà, les voitures, je les vois toutes les mêmes, globalement. Voilà, donc en fait, quand on est dans son propre domaine, le danger il est là. Donc c'est bien d'avoir l'œil de tout le monde, en fait. Et donc à ce sujet, vous êtes deux entreprises éditrices et créatrices en même temps, puisque effectivement, c'est partie de la création. Est-ce que vous êtes ouvert à travailler avec des designers externes? Bien sûr. Je sais pour Focus que vous avez fait une collaboration avec Thibaut Desombres. On a fait une collaboration avec Thibaut Desombres. Là, on l'a passé rapidement, mais Snow et Cap, qui est un des gros cabinets d'architecture, on a une collaboration en cours avec eux. D'accord. Oui, on recherche. Et puis Dominique Humbert, voilà, il a 80 ans, c'est son souci principal. Donc, c'est de trouver des nouveaux créateurs, c'est de trouver de nouveaux partenaires, bien sûr. Bien sûr. De travailler avec Christophe, dans son bureau, reçoit souvent des jeunes designers, des créateurs qui sortent d'école. Oui, on en a fait un petit concours interne il y a un an ou deux. Voilà, donc on est dans cette optique-là, bien entendu. Et pour Opi, c'est aussi le cas? Un peu moins. Oui, aujourd'hui, on a vraiment envie d'être très créatif au sein de l'entreprise, surtout. On a le temps, mais on n'est pas contre. Parfois, on y a pensé, on s'est dit, c'est aussi bien pour être ouvert, et donc bien sûr, il faut rester toujours ouvert. Mais pour les prochains produits et ce qu'on est déjà en train de faire, on préfère que ça reste plus interne et que ça crée vraiment un savoir-faire, parce qu'on est dans cette étape aussi où on a envie de créer justement ce noyau dur pour notre savoir-faire. Oui. Mais je reviens aussi à la même chose, parce qu'on fait pas mal dans nos processus de création aussi de réunions, puis maintenant on a une petite équipe, c'est toujours sympa aussi de partager avec tout le monde, que ce soit du savoir-faire de design que ça me soit autre chose aussi. Et c'est important de ne pas seulement être buté que ces idées et d'avoir du feedback aussi de l'extérieur. Et après, bien sûr, aussi avec spécialistes et collaborateurs, mais aussi au sein de l'entreprise, des personnes qui sont
un autre monde que le design et l'éducation, on pourrait simplement dire non, moi j'ai un enfant, voilà, ce qu'il aime c'est ça, et ça peut aussi être très simple, comme parfois ça peut être très compliqué, il faut écouter les deux choses. Merci. J'ai une question pour l'équipe Focus. Vous parliez de transition, de création de nouveaux types de produits, de mobilier. Est-ce que vous avez déjà une stratégie en place là-dessus, ou est-ce que c'est un fonctionnement plutôt en interne, à l'instinct, finalement, un peu comme les créateurs? Je vais laisser répondre Christophe, mais pour l'instant, c'est... Je vais laisser répondre. J'aime bien parce que ça rejoint un peu, voilà, on ne sait pas vers quoi on va. Il y a des gens qui, j'ai rencontré des agences de design qui nous ont fortement déconseillé de basculer dans ce monde du mobilier parce que c'était plus focus. Il n'y a pas de stratégie, et quand j'ai dit le créateur veut continuer à créer, je pense que j'ai tout dit. C'est-à-dire que Dominique Imbert a créé Focus, c'était pas pour devenir millionnaire, c'était pour pouvoir en fait créer ses objets comme finalement les deux frangins, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir les sociétés qui sont créées à mon avis par des designers à la base et d'autres par des mercaticiens. Donc finalement. Et Thibaut Desombres disait, moi le marketing c'est mon nez, il y a une vision qui est très, je sais pas, est-ce que pragmatique c'est le mot, je ne sais pas. On ne sait même pas par quel réseau on va passer, on compte sur des gens comme Tristan aussi pour réfléchir à comment on va pouvoir se positionner sur le marché avec des produits qui n'existent pas en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dans une boutique, de mobilier ou de cheminée, vous ne trouverez pas un meuble holographique. Donc on n'est pas dans on a un système à imaginer autour qui fonctionnera ou qui ne fonctionnera pas. Et vous avez vu à quel... comment dire, moi ça a été fulgurant, ça m'a vraiment étonné comment les magasins d'objets à bioéthanol ont fleuri partout et un an après il n'y en avait plus. Voilà. Donc ça c'est la vie aussi des nouveaux produits, des nouveaux objets. Voilà. Tout le monde s'est fait plaisir, tous les designers se sont fait plaisir à dessiner des objets à bioéthanol et personne n'a gagné de l'argent. Il y a des gens qui se sont moulés. Donc là, on est vraiment dans la vraie vie, quoi. Enfin, Vous avez testé plusieurs champs, finalement? Oui. C'est plutôt comme ça. Oui, on teste bioéthanol, on a mis énormément de choses en R&D qu'on n'a jamais sorties. Choses qui étaient plus sécuritaires que ceux qui restent sur le marché, en plus. Donc on y va doucement. On ne les a pas sortis. Ouais. Après, c'était peut-être une approche plus de décorateur que de designer. Ben là, on y est dans la décoration sur l'objet holographique et je comprends tout à fait sa question où c'est réserve, c'est presque des réserves sur le produit et je dirais même, parfois je les même, mais du coup, les seuls qui vont pouvoir nous répondre, c'est notre réseau qui est très proche des gens qu'on connaît parfois depuis 20 ans, des nouveaux, des gens sur qui on s'appuie, qui eux sont au contact finalement de nos clients, qui parfois connaissent presque mieux les attentes, et on va l'avoir ce retour de terrain avec notre réseau. Mais on va aller jusqu'au bout, je pense, de ce développement produit, en tout cas sur du prototype. Vous avez un rapport très honnête entre la fonction et la forme dans le premier produit. Est-ce qu'il y a pas un intérêt justement à se concentrer sur de l'usage vraiment dans le futur finalement pour Focus? Non. Après, les cheminées, au départ, bon, on dit que ce sont des cheminées, mais souvent dans les catalogues, il y a marqué cheminée décorative. Donc on était quand même il y avait la création. On n'a jamais mis de frontières en fait. D'accord. Et voilà, à un moment donné, toutes nos cheminées correspondaient aux normes, mais il n'y avait que nous qui ne le savions pas. Donc à un moment donné, quand on dit on va être plus bête que la moyenne, on va leur dire. Mais bon, vous voyez, on ne cherchait pas le crédit d'impôt, vous voyez. Voilà, d'accord. C'était pas. Mais au bout de quelques années, elles avaient droit, donc on a été obligé de communiquer. Parce que il y a aussi une fonction, mais là je reviens peut-être au gestionnaire, c'est que quand on est 2 ou 3, effectivement, on peut s'autoriser tout ce qu'on veut. Quand on commence à être une centaine, à un moment donné, voilà.
Ce qui est sûr, c'est que malgré la centaine, on essaie d'avoir un développement, enfin on essaie d'avoir un comportement un peu de start-up. C'est-à-dire, c'est pas un mot que j'aime vraiment, mais c'est-à-dire que ce soit qu'il y ait de l'émulation et qu'il y ait de la créativité. Voilà. Voilà. Il ne faut pas sommeiller, en fait, c'est ça. Donc peut-être que ce qu'on vous a montré ce soir, peut-être que ça ne sortira pas, ou que peut-être qu'on passera à autre chose à côté. Mais c'est ça. En fait, vous savez, il y a beaucoup de projets on a mis beaucoup d'argent ou qui ne sont jamais sortis, en fait. Voilà. Ou qui ont rencontré le succès. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, comme dit Dominique Imbert, son premier modèle 68, s'il y avait une étude de marché, j'aurais dit, là, ça aurait été de suite. D'accord. Et puis, le raison, parce que Panameta, il n'a pas vendu. Donc voilà. Mais c'est juste, c'est ça, en fait, aussi. C'est ça qui est compliqué. Oui, puis je pense que par rapport à la question, là, on n'est pas dans les codes suédois où la forme suit la fonction. On est quelqu'un qui est un sculpteur à la base. C'est un latin en plus. Voilà. Donc, on est parfois sur des choses très belles qui parfois sont pas trop fonctionnelles, on en a conscience. Mais il a toujours cru à ses produits, à ses formes. Donc c'est ça en fait, c'est qu'on teste après le marché. Et puis on se rend compte qu'on est dans le plaisir surtout, plus que dans parfois une certaine utilisation. Dans une certaine partie de la gamme produit, parce que on a vu qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je crois qu'on a 65 modèles, on en a vu une petite dizaine. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, pourquoi on voit si peu de concurrents Focus, apparemment concurrents. Alors, je vais vous Parce répondre. qu'on voit l'objet, on parle sur Alors, je vais vous répondre, et c'est peut-être, je n'ai pas voulu répondre tout à l'heure à la question sur le designer. Les participations et les designs, c'est que les normes sont tellement exigeantes que c'est très compliqué de faire une cheminée qui correspondent aux normes actuelles. Et que peut-être que le seul qui sait à chanter, c'est lui. Mais c'est comme ça, c'est le hasard, c'est ce qu'il a appris sur le tas. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que les normes sont tellement exigeantes. Donc il y a les normes techniques, il y a les normes environnementales, elles sont tellement exigeantes qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a que des copies de Focus. Et si j'aurais posé la question il y a 20 ans, c'est un peu pareil. Pas pareil. Il me le raconte. Un des grands acteurs de la cheminée des années 70 le voit à un salon à Paris, et c'était monsieur, je crois que c'était le droit, Nadine, ou c'est, je sais plus, enfin, il le raconte souvent. C'était, c'est le droit. Donc c'était celui qui avait l'empire des cheminées en pierre, il devait vendre donc 50 000 pièces par an. Et il le voit à un salon début des années 70. Il s'arrête devant lui et il s'esclaffe en disant regardez ce qu'on nous fait aujourd'hui. Monsieur Brisac. Si je suis là, monsieur Brisac. Bon, on va laisser, il ne reste plus là. Et 20 ans après, ou 25 ans après, il a appelé, ou la descendance a appelé de Brisac, a appelé Tony Camer pour lui designer le cheminée. Voilà, il a refusé. Mais voilà, c'est ça. Donc en fait, là, on est sur des marchés de niche où en fait, c'est très difficile. En fait. C'est très difficile. C'est pour ça que, en fait, c'est ça aussi notre force, c'est qu'en fait, c'est très difficile. Il y a un vrai savoir et qui est compliqué parce que il y a des règles, il y a les règles de l'art. Et en plus, je vais vous passer sous le silence, mais ce qui est la norme en France, pas forcément l'Europe en Italie, qui est complètement différente de l'Allemagne. Et voilà, donc c'est très compliqué. Et je rajouterais, alors ça c'est un ingénieur chez nous qui nous l'a dit, il faut être très humble en métallurgie, dans tous ces domaines-là, parce que tout se déforme en fait sous la chaîne. Et en fait, il faut parfois 50 ans d'expérience pour savoir que ça va, à un moment donné, ça va pas aller. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a énormément de difficultés à trouver des designers qui puissent aller sur des formes adaptées, parce qu'au bout d'une dizaine de feux, quand tout s'est déformé, que les verres ne se déforment pas de la même manière que l'acier et que les joints et tout ça, et en fait on se retrouve, même le cabinet Snow-Eta, et ils ne sont pas deux dans le cabinet, on est arrivé et c'est pas sorti. Premier produit, il va ouais. Voilà. C'est quand même des grosses sociétés. Donc c'est dur de passer derrière Dominique Imbert à ce niveau.
Mais je pense que le design va s'ouvrir sur justement le produit aussi de décoration, où il y a moins de contraintes liées aux montées en température. Et, voilà. Alors, nous avons une dernière question, encore une fois de designer, puisqu'on est un peu dans l'entre-soi ce soir. Pierre, et puis après c'est Dominique Siama qui va nous parler un petit peu de pourquoi nous sommes ensemble ce soir, c'est-à-dire cette première France Design Week, qui est le prolongement et le premier jalon des assises, des premières assises nationales du design qui ont eu lieu il y a bientôt un an. Et donc, Pierre, dernière question pour nos invités. Oui, et qui n'est pas tant une question qu'une réflexion, et j'espère que je vais peut-être déborder un peu sur les propos de Dominique. C'est votre témoignage sur votre expérimentation, d'être un petit peu touche à tout, de tester plein de choses, qui est finalement une force. Et c'est vrai que la situation aujourd'hui, elle est un peu compliquée, on le sait tous, et c'est une force parce que vous avez la capacité de vous adapter, finalement. Et c'est ce qui va faire la différence entre les entreprises qui vont continuer à peut-être 50 ans supplémentaires et celles qui vont peut-être s'arrêter parce qu'elles n'auront pas su s'adapter. Et votre témoignage résonne beaucoup, je pense, à nous, un peu à nous designers, parce que c'est notre approche, l'expérimentation, le test. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas des chefs d'entreprise qui soient venus, qui soient parmi nous aujourd'hui pour écouter ça et se rendre compte qu'on peut leur apporter pas mal de choses et les aider à surmonter les épreuves actuelles et la situation actuelle qui est compliquée. Ça sera sur YouTube en moins de 48 heures. Voilà. Dominique, à toi donc pour les assises de la France Design Week. Merci. Merci beaucoup. Et puis merci aussi pour ces présentations. Que moi j'ai regardé comme un spectateur au même titre que les autres. Moi je ne suis pas designer, mais c'est pas de ça que je vais vous parler, parce que je n'ai pas grand-chose d'intelligent à dire en fait là-dessus. Je ne peux qu'être admiratif du travail effectué. Et c'est intéressant que les designers assistent à ça, mais d'une certaine manière, vous n'avez certainement rien appris non plus en écoutant, parce que c'est votre métier en fait. Là, ce dont je vous parle, c'est ce que vous avez fait vous-même déjà. Je pense que vous auriez assisté à une présentation de toi-même. Vous auriez été à la fois admiratif et en même temps pas très surpris, parce que c'est le même métier. Et donc, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour avoir quelque chose d'intelligent à dire déjà, et puis pour pas simplement être un spectateur et me dire bravo, c'est formidable. Bravo, c'est formidable, je vous le dis de toute manière. Mais c'est finalement, ça, c'est le symptôme de quoi? C'est le début de quoi? C'est peut-être la fin de quoi aussi, parce qu'il y a aussi cette question-là. Et donc, moi, je vais faire monter un petit peu la caméra. Je ne vais pas m'éloigner du territoire, parce que vous allez voir, je vais y revenir. Je vais dire, mais finalement, pourquoi on est là? Pourquoi on fait cette présentation? Pourquoi on n'est pas 250? Et pourquoi on est là? Alors, tu as parlé des Assises nationales du design. Les Assises nationales du design ont vocation à disparaître, on a vocation à ne plus entendre parler en fait. Mais par contre, ce que ça produit, les Assises nationales du design, normalement, c'est une politique nationale du design. Cette idée que tout d'un coup, dans ce pays tellement hiérarchisé, tellement vertical, tellement aux mains des ingénieurs, des énarques, des technocrates et des gens issus des écoles d'ingénieurs et des écoles de management, dans ce pays où on pense qu'on peut résoudre les problèmes avec des process, de la science, des systèmes d'équation, et puis des décisions qui viennent d'en haut. Dans ce pays-là, en fait, on est confronté à une vraie problématique que d'autres pays ne connaissent pas, c'est à savoir la place du design dans non seulement la création de valeur, ce que vous avez démontré au travers de vos propositions, la mise en avant de valeurs, ce que vous avez aussi démontré au travers de votre présentation, mais surtout l'adaptation, plus l'adaptation, l'écriture du monde de demain, et que cette crise du Covid est venue mettre en avant de manière tellement violente, tellement brutale. Parce que les assises ont eu lieu avant le Covid. Donc, de cette manière, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
sans tenir compte de ce que le Covid nous apprend. Le Covid est un accélérateur exceptionnel des problèmes auxquels nous sommes confrontés, des enjeux qui sont devant nous, et qui ne sont plus les enjeux de la société industrielle, qui ne sont plus les enjeux de la société de consommation, et dont, d'une certaine manière, vous êtes à la fois les continuateurs, hein, parce que, voilà, vous êtes une entreprise, vous êtes confronté à des marchés internationaux, vous êtes enraciné sur votre territoire, vous faites travailler des chaudronniers, vous utilisez des bois qui sont d'origine vertueuse, etc. Et vous êtes dans ce monde-là, et le Covid, pas Covid, ça aurait été la même chose. On y a fait la même chose. L'enjeu, c'est plus celui-là. L'enjeu, c'est de se dire comment on va, sur cette planète, vivre à 7,5 milliards, 9 milliards à terme, d'accord, avec des ressources qui s'amenuisent, avec l'effet de serre, avec le réchauffement climatique, avec la biodiversité, c'est-à-dire comment on vit ensemble. Et comment, dans ce contexte-là, on continue à la fois d'avoir des vies quotidiennes, et une vie quotidienne, c'est des vies intimes, et puis c'est aussi des vies de professionnels. C'est ce dont vous avez parlé, mais on a bien vu que vos vies intimes et vos vies professionnelles étaient très très entrelacées quand même. Hein. Vous avez remarqué ces coïncidences-là. Voilà. Et en même temps, il y a un enjeu politique qui est celui de, mais c'est dans quelle société on vit. Et on voit bien, hein, gilets jaunes, la retraite, le Brexit, Donald Trump, Jair Bolsonaro, l'AfD en Allemagne, voilà. Tout ça, on voit bien que ce monde est en train, non pas de s'écrouler, mais en train de s'effriter. Voilà. Et paradoxalement, une politique nationale de design, ça vient répondre à ça. Ça vient pas simplement se dire mais qu'est-ce qu'on fait pour valoriser la création de valeur, pour expliquer aux entrepreneurs que ça serait bien qu'ils fassent du design. C'est sûr, c'est un des enjeux très très importants, et c'est un des enjeux de France Design, je vais revenir. Mais à la fin, le driver, c'est un driver politique. C'est-à-dire, en fait, dans quelle société on veut vivre, et dans cette société-là, comment tout d'un coup on prend soin des gens, dans leur vie quotidienne, intime, professionnelle. Donc comment on les observe, comment finalement on leur donne des conditions de vie de qualité. Et ces conditions de vie, ça peut être une assise, comme ça peut être une chambre d'hôpital dans laquelle je suis en train de mourir. Ça peut être un jeu. Ça peut être l'aménagement d'un espace public. C'est un carrefour urbain. C'est tout ça. C'est des petites choses, des grandes choses. Des choses qui coûtent rien, des choses qui coûtent des milliards. Mais à la fin, c'est parce qu'il y a des gens. D'ailleurs, vous me permettez de faire une petite critique sur les photos que vous nous avez montrées. Il n'y a pas une seule personne. Il n'y a personne pour les photos. Une fois, si on a vu une femme envoyer le bain. C'est tout. D'accord ? Et franchement, c'est dommage. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas les gens. Parce qu'en fait, les cheminées sont pour les gens. Et là, on voit bien, les petits enfants, tout ça, c'est super. Et donc, c'est pour les gens. Et donc, et en fait, le design là-dedans n'est pas le supplétif du marketing, il n'est pas le petit pote du bureau d'études qui va simplement pérenniser une société industrielle ou faire en sorte qu'on continue d'acheter l'iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais plutôt se dire mais comment on crée des conditions pour vivre ensemble, et comment on fait en sorte d'avoir à la fois l'épanouissement personnel au travers de son travail, mais en même temps, je ne fais pas du mal à la planète, je prends soin de mon voisin, l'éducation est de qualité, voilà, et on ne meurt pas sous les ponts. Bon, en fait, c'est ça. En fait, la vraie chose, c'est ça. Alors, comment on fait? Parce que une fois qu'on a dit ça, c'est super, et puis on fait. Comment on passe de l'un à l'autre? Et c'est là où France Design Week a beaucoup d'intérêt, parce que France Design Week nous dit, ça, comment on fait? Ça se passe ici. Ça ne se passe pas là-bas. Ça se passe là où on habite. Ça se passe là où on travaille. Ça se passe là où on socialise. Ça se passe là où on met nos enfants à l'école. Ça se passe là où on va au restaurant. Donc ça se passe dans les territoires. Et donc c'est là que ça se passe. Donc l'ambition de France Design Week, c'est quoi? C'est de dire, si on doit promouvoir le design non pas simplement comme un levier de création de valeur, un levier de transformation, mais aussi comme un levier d'animation d'un territoire, donc finalement de nos vies au quotidien, donc de nos vies politiques. Hein, voilà, c'est-à-dire que, eh bien, il faut réaffirmer le design là où on le produit. Il faut réaffirmer le design comme effectivement une force de transformation des entreprises, mais aussi des services publics, mais aussi des espaces publics, mais aussi de nos manières socialisées. Et donc ça se passe là, sur les territoires.
Et donc la grande ambition de France Design Week, c'est ça en fait. C'est de dire, plutôt que là-haut, comme d'habitude, un mec qui est au haut d'une pyramide, quelle que soit cette pyramide, que ce soit la présidence de la République, ou que ce soit l'Assemblée, ou que ce soit la PCI, ce qu'elle était avant, c'est ça qu'il faut faire. Faites-le. D'ailleurs, dans l'enseignement, on va le faire. Eh bien non, c'est typiquement pas ce qu'il faut qu'on fasse. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est se dire, on va reparler, on va dire, d'abord on va travailler ensemble, puis on va dire, c'est dans les territoires que ça se passe, c'est les designers qui doivent, du territoire, qui doivent parler, pas qu'aux designers, mais aux autres aussi. Et c'est là que ça va se passer. Donc moi, pourquoi je suis là aujourd'hui, au-delà du fait que je suis très heureux de vous avoir écouté, c'est pour témoigner de ça en fait, témoigner de cette idée que les gens, l'intelligence, elle est partout, mais elle est ancrée dans les territoires. Et c'est l'intérêt de la France Design Week, c'est pas que les designers parlent aux designers, parce qu'en fait, franchement, je suis sûr que vous n'avez rien appris, quoi. Vous n'avez absolument rien appris de ce qui s'est passé aujourd'hui. Un designer n'apprend rien de ce qui est montré. On apprend au sens, ah tiens, je ne connaissais pas ce procédé, etc. Mais du compte, sur le fond, rien. En fait, ici, il va y avoir des gens totalement ignorants du design, tous, ancrés dans leur certitude d'ingénieurs, d'énarques, d'élus, voilà, qui pensent qu'ils ont absolument tous les moyens, et qu'en fait, c'est juste une question de réglage, il faut juste appuyer sur le bon bouton, et puis hop, c'est pas 3, c'est 4, alors que c'est complètement faux. En fait, la machine est morte, il faut la virer, il faut nous inviter, nous les designers, dans le cercle du pouvoir, et on va vous expliquer, non pas ce que vous ne savez pas, mais comment on va travailler ensemble. C'est-à-dire comment tout d'un coup, parce qu'on amène le facteur humain, toute sa dimension, dans ce que vous considériez des équations qui n'en sont pas. Mais comment tout d'un coup, on va pouvoir à nouveau prendre soin des gens. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez élu. Alors, prendre soin des gens, ça veut dire déjà prendre soin de ses salariés. Vous avez parlé de l'importance des salariés, des premiers salariés, des partenaires, des clients, des concurrents aussi, pourquoi pas. Les normes, ça sert à ça. Et donc, toutes les parties prenantes humaines. Et à partir du moment où on se met dans cette posture-là, on se dit, mais on va passer d'un monde à un autre, et le Covid vient nous dire que c'est vraiment une urgence, hein, où tout d'un coup, c'est la condition humaine qui est l'alpha et l'oméga de toutes nos actions, y compris professionnelles, y compris économiques, y compris à but lucratif, d'accord? Eh bien alors, tout change. Absolument tout change. Et ça ne peut se faire que là où les gens vivent, que là où les gens travaillent. C'est-à-dire à Montpellier, à Lyon, à Lille, et peut-être au Chinook. C'est-à-dire partout. C'est plutôt ça l'idée de France Design Week. C'est de se dire, les créateurs de valeur, ils savent créer de la valeur. Les designers, ils savent designer. Alors, comment on arrive à convaincre tous ceux qui ne savent pas tout ça, que c'est ça qu'ils font? Et qui sont à la fois capables de fabriquer des cheminées, de concevoir des cheminées, et puis avec tout ce qui va avec, des jeux pour les enfants, des services publics. Aussi. Voilà. Des services publics. Ça aussi, les designers savent le faire. Et bien, pour faire ce travail-là, il faut effectivement que, à la fois que les choses se passent sur les territoires, et qu'en même temps, ça se passe au niveau national. Alors, comment on arrive à résoudre ce paradoxe? C'est que c'est le phénomène de résonance. C'est-à-dire que ça a lieu partout. Il y a des micro-actions qui sont partout, et ça a lieu au même moment. Le pont oscille. Voilà. La France oscille. Parce qu'on a tous fait des petits sauts sur notre petit territoire, etc. Et la France oscille. Et le design, partout, vibre, se démontre, convainc. Et donc, monsieur le président du conseil régional, qui n'est pas là, monsieur le président du conseil départemental, qui n'est pas là, monsieur le directeur de telle boîte qui n'est pas là, ben voilà, vous auriez dû être là. Parce que probablement, vous auriez appris qu'il vous manque quelque chose, il vous manque une corde à votre arc, qui est le design. Ce design-là, il va vous aider à être un meilleur industriel, un meilleur président du conseil régional, un meilleur président du conseil départemental, un meilleur directeur d'hôpital, que sais-je. Et tout d'un coup, on aura l'espoir non seulement de donner du boulot aux designers, parce que pour le coup, c'est comme ça qu'on va donner du boulot aux designers, mais en même temps, et c'est ça l'objectif, vivre dans une société un peu meilleure.
en phase avec les leçons du Covid et surtout les leçons de la planète, à savoir que si on ne fait rien, on va tous mourir. Et donc il faut, ça serait peut-être urgent qu'on fasse quelque chose. Et c'est particulièrement vrai chez nous. Parce qu'on est tellement sûr de nous, on est tellement piloté par les mêmes gens, que ceux-là, il faut leur donner 2 claques. Tac, voilà, il va dire non, ok, on vous aime bien, vous allez rester. D'accord? Et on va inviter d'autres savoirs, d'autres intelligences à la table du pouvoir. Il va falloir compter avec nous. Alors, vous voyez le grand écart entre les cheminées du jeu pour enfants et ce que je viens de vous dire, en fait, il n'y en a pas. Parce que vous vous intéressez à la vie des gens, on s'intéresse à la vie des gens, avec la vie des gens, en fait. C'est tout. Donc cette dimension politique-là, je pense que c'est probablement le prochain enjeu d'une politisation de design, c'est de montrer combien on est pas simplement une discipline, pas simplement un métier, pas simplement une force de transition, mais qu'on est une force de mise en forme du monde et de la société des hommes. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi. Effectivement, tu touches un point focal, bon, beaucoup de points focaux. Merci. Mais justement, il n'y a pas un entrepreneur, il y a une personne dans la collectivité, juste un fonctionnaire qui contrôle si on met le masque. Et nous, avec notre association créée il y a 5-6 ans, Indigo Dog pour la promotion du design, on lutte tout le temps contre cette problématique. On a fait des actions et personne ne vient. Donc je pense que pour l'année prochaine, je ne sais pas quelle est votre stratégie, mais comment on peut faire ensemble d'inviter les gens, les intéressés, les entrepreneurs, les collectivités pour améliorer ce monde. Il y a quelque chose de technique d'abord. On discutait avec Lucie Galano qui va la masque aussi, et qui est qui a inventé France Design Week, qui a été une des filles ouvrières qui travaille sur les assises, autour de la promotion du design. C'est un métier, c'est technique à organiser un événement comme ça. Et c'est compliqué. On en parlait avec Olivier, c'est compliqué à faire. Donc il y a cet apprentissage-là à faire. Comment on organise un événement comme ça? Ça, en fait, c'est difficile. Et donc là, nous, on pense qu'on peut vous aider à faire ça. Je pense que vous pouvez vous aider aussi. Parce que tu parles d'Indigo Doc, mais il y a Pulse. C'est ça, Pulse? Oui. Et donc, une des grandes leçons aussi de la préparation de la France Design Week, mais d'une certaine manière des assises aussi, c'était combien il était facile, finalement plus facile qu'on imagine, de faire travailler des gens entre eux qui n'avaient pas envie de travailler entre eux. Parce que c'était ça, l'écosystème du design français, il est totalement fragmenté. Alors, d'abord par l'ignorance, si on ne sait même pas que les gens existent. Voilà. Et puis, quand on sait que les gens existent, on dit, bah non, attends, ça c'est chez moi, voilà. Et là c'est chez toi. Voilà. Et donc, on n'empiète pas sur le territoire. Voilà. Et ça, c'est une catastrophe absolue. Soit par ignorance, soit par esprit de territoire. Et là, on voit que, à cause de l'urgence, mais aussi d'une certaine manière parce que quand on se connaît, finalement, on s'apprécie. On a vu, grâce à la préparation des assises, combien, finalement, on pouvait faire travailler des gens qui ne travaillaient pas ensemble, soit parce qu'ils s'ignoraient, soit parce qu'ils ne voulaient pas travailler ensemble. Je prends le cas de là, on était à Lyon, ce matin, Saint-Étienne, Lyon. Franchement, c'est un miracle. On regarde l'histoire. C'est un miracle. Ça s'est super bien passé. Et ils travaillent ensemble. Et c'est ça qui a permis ça. Quand on a préparé, Olivier, tu peux t'en souvenir, quand on a préparé à la fois les assises et puis le France Design Week, plein de gens différents, les 13 régions sont là, et chez nous, il y avait Pulse et Indigo Doc, d'accord. Donc, je peux comprendre que tout n'était pas résolu. Alors, entre Pulse et Indigo Doc. Et moi, je pense qu'il va falloir le résoudre. C'est pas possible de perdre de l'énergie à défendre les territoires. Pas le temps. Parce qu'en plus, il n'y a aucun enjeu. Il y a zéro enjeu à défendre les territoires. Il y a absolument zéro enjeu.
Surtout quand on dit, bah, comment ça se fait qu'ils ne sont pas là, les autres? Peut-être parce qu'on a perdu beaucoup d'énergie à essayer de se mettre d'accord, ou à essayer de ne pas se mettre d'accord. Et donc moi je pense que ça, une des leçons, c'est ça. À la fin, la cause, il n'y a qu'une seule cause commune, c'est-à-dire que c'est le design. Du Godot, du Schmoll, machin, enfin, peu importe les associations, on s'en fout, d'accord? Les enjeux de pouvoir non plus. Si vraiment le design est plus grand que nous... ça, je te parle plutôt de... Mais moi je le dis, de fait qu'on ne réussit pas à faire venir les entreprises, malgré essaient de contacter, mais ils ne comprennent pas en amont pourquoi ils doivent venir, ou ils pensent que ce n'est pas nécessaire. Mais là, pour le coup, les designers ont aussi une sorte d'examen de conscience à faire. Vraiment, c'est-à-dire que s'ils ne viennent pas, à la fin c'est de notre faute. Voilà. On est les seuls responsables. Hein. À la fin c'est de notre faute. Ouais. Pendant la construction, une petite chose Dominique, pendant la construction, il y a un territoire entre la Provence-Alpes-Côte d'Azur et chez nous qui avait beaucoup de mal à comprendre que le Rhône était une frontière administrative et qu'il ne fallait pas recréer une nouvelle région, une région de design qui aurait été la Camargue. Et ça a été 3 ou 4, 5, 6 coups de fil et des appels pour bien expliquer. Il y a des agences ou des acteurs qui sont d'un côté du Rhône. Si on continue à montrer au pouvoir public que chaque fois on recrée des chapelles et des territoires commerciaux et qu'on confond les territoires commerciaux, entre guillemets, et le découpage qui permet de structurer par région un écosystème avec des associations diverses, etc., si on est dans le flou de cette façon-là, on n'arrivera pas à être perçu comme étant des gens qui sont, j'irais, attachés culturellement, économiquement, politiquement à un territoire. Une région, c'est la bonne échelle, c'est ce qui a été découvert à travers les assises. Il faut bien travailler de manière scrupuleuse là-dessus, et surtout pas resegmenter Montpellier, Toulouse, etc. Surtout pas. Il faut créer des choses beaucoup plus unifiées, avec une diversité de pratiques. On n'a pas la même culture industrielle ou économique que la Bretagne, etc. Mais on a une diversité de pratiques en Occitanie qu'il faut mettre en avant. Je pense que les deux entreprises qu'on a vues aujourd'hui, elles sont toutes les deux des entreprises à mission, d'une certaine manière, à vision, à projection individuelle puis partagée dans un système d'équipe. Il faut faire la démonstration que ce sont à terme des succès. On regarde Apple, exactement les mêmes algorithmes dans un autre secteur d'activité. On regarde Compan au Danemark avec ses jeux d'extérieur, etc. Pareil, un ADN tout à fait identique, avec au départ une vision et puis derrière une construction partagée avec des équipes, etc. Il faut qu'on arrive à faire la démonstration de ça. Et je pense que ce sera un des facteurs de succès, non seulement pour, je dirais, les acteurs que nous sommes tous en tant qu'agence, etc., et puis surtout pour les entreprises pour lesquelles on travaille souvent. Là, c'est l'auto-édition, mais sinon, c'est un potentiel énorme, parce qu'on sait qu'on a un ADN, il faut qu'on arrive à communiquer correctement là-dessus, rapidement, parce que c'est effectivement un moment idéal pour le faire. Mais ça, on le sait. Mais après, ta question, elle est légitime. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, et comment on fait? Et moi, je pense que c'est un numéro 0, hein, cette première phrase des années, qui est miraculeux. Hein. C'est miraculeux. 250 événements, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On voit bien qu'il y a des succès différents. On était à Tours la semaine dernière, Régine Charvet-Pello, que tu connais, qui fait du design sensoriel, qui est une figure emblématique de cette région-là, qui a réussi à fédérer son réseau, qui est une ancienne élue, important. D'accord, elle connaît bien le mécanisme. Elle connaît bien le mécanisme. Et elle a organisé ça de main de maître, donc du leadership. C'est un peu les histoires que vous nous avez racontées. Hein. Les deux entreprises, c'est vision, leadership, valeur, travail. À un moment donné, il faut travailler. C'est ça. Hein. Et donc, ça veut dire que, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'il y a une expo, voilà, super bien faite, où il y a 20 designers de la région qui sont exposés, il y a des savoir-faire techniques et matériaux qui sont exposés de la région, et puis il y a le travail qu'a fait Régine autour du tram, voilà, sur la mobilité, et puis il y a un truc sur le design sensoriel, c'est tout, dans un lieu magnifique. 18 conférences. Président de région,
président de la métropole, enfin, c'est pas le président, si c'était le président de la métropole, la ville, le département. Tout le monde était là, tous les politiques étaient là, absolument tous. Mais c'est un travail acharné en amont d'éditorialisation, d'animation, de coordination. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, avant, c'est-à-dire en fait comment on fait en sorte que les événements, d'abord on éditorialise tout ça, et puis qu'ils n'aient pas lieu au même moment, etc. Enfin, peut-être que les raisons pour lesquelles il n'y a pas de gens ici, c'est peut-être parce qu'il y a un autre événement en même temps. On en parlait tout à l'heure. Donc c'est normal qu'on est en train d'affirmer une volonté. On a des choses à dire, on va les dire ensemble, partout au même moment, etc. On l'a fait avec zéro moyen, hein, d'accord? Zéro moyen, hein, vous, nous, voilà. Ou les moyens qu'on a bien voulu se donner, parce qu'il y a des choses, des produits, ça d'accord, il y a des gens qui ont payé des impressions, etc. Puis après, c'est de l'énergie personnelle. Bah, l'année prochaine, il faut que ça soit pas ça. L'année prochaine, il faut que ça soit, on a 1 an, j'espère qu'on sera sorti du Covid, on va pouvoir éditorialiser, on va pouvoir partager les bonnes pratiques, parce que là, ce groupe de travail France Design Week, où il y a toutes les régions, une 40aine de personnes, hein, à peu près, hein, on se réunit régulièrement, on va partager les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment vous avez fait, etc. Pour essayer de reproduire ailleurs ce qui a marché ici. Et ce qui a foiré là, bah, quelles leçons on peut en tirer? C'est un numéro 0, c'est un succès. Ça, pour moi, c'est un succès. Cette réunion, c'est un succès. Ça, c'est un succès. C'est un succès. Parce que, non seulement parce qu'on est là, mais le ministère de la Culture, il ne sait pas qu'on est 18 ici. Mais il sait que ça a lieu. Il sait qu'il y a, ici, en Occitanie, il y a 18 événements, 24 événements qui ont été organisés. Ça suffit. D'une certaine manière, pour un numéro 0, ça suffit. Sachant qu'il y a des trucs, on se dit des choses, d'accord? On entend des choses, on partage des idées, de la valeur. L'année prochaine, c'est, on a appris des trucs, on les a partagés. J'espère qu'on aura des financements, des sponsors nationaux, qui donneront, qui s'exprimeront localement. Un Orange sera peut-être intéressé à dire bah, moi ça m'intéresse d'être le sponsor national de France Design Week. Très possible. Dans ces cas-là, on aura peut-être une manne petite ou grande, ça dépend de la générosité d'Orange, pour dire ouais, un peu d'argent ici, là. Et donc moi je suis très confiant dans notre capacité à réussir, parce que les énergies sont là, les talents sont là, que les territoires leur fait confiance, c'est vous qui vous en chargez, personne ne vous dit quoi faire. Donc si ça n'a pas lieu, ben, c'est votre faute, voilà, c'est pas la nôtre. Il y a des bonnes pratiques, il y a un historique, il y a des cibles qui ne sont pas là, mais qui seront là. Je suis certain que les prochaines aides seront là, parce qu'on sera mieux organisé, parce qu'on sera peut-être mieux financé, et qu'on aura plus de temps aussi pour préparer cet événement. L'année prochaine, ici, c'est plein. Je reviens l'année prochaine, puis sûr que c'est plein. Et on peut, nous, par ailleurs, aussi vous aider s'il faut, hein. Si vous voulez. Mais mais c'est une opportunité extraordinaire. Il faut enfoncer le clou. Depuis 1987, sortie des Arts Déco, je n'ai vu que des choses maladroites. Là, il y a une structuration depuis les assises. Le livre blanc, allez voir le livre blanc sur Internet, c'est vraiment très riche. Tout ce qui a été mis dans la banette par tous les acteurs, chefs d'entreprise, designers, grosses agences, petites agences, enfin tout l'écosystème et la périphérie, hein, tout ce qui est autour, c'était certes atomisé, mais je pense qu'il y a vraiment les ferments, quelque chose de vraiment très original. Et notre façon de procéder en France, pour ceux qui voyagent régulièrement, en termes de design, j'entends, et de construction de projets de société, de projets de tout type, hein, on est dans le mode projet, n'est-ce pas, avec des tests. Notre façon de faire en France est très très originale, et il faut qu'on capitalise là-dessus et qu'on ne se laisse pas doubler par des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. C'est le paradoxe, c'est l'autre génie français, moi c'est l'autre génie français, le design. Jean-Louis Fréchin dit que c'est une terre de designer, pas une terre de design, il n'a pas tort. Justement, il faut qu'on devienne une terre de design. Le design, je vous rappelle l'étymologie, hein,
c'est le projet. Donc d'être unitaire de design, c'est d'être unitaire de projet. Le projet, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est comment on fait pour créer des conditions pour vivre ensemble. Et le projet, c'est aussi de se dire, on va arrêter de perdre de l'énergie à essayer de défendre nos territoires et avoir peur les uns des autres, quoi. Maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de ça. Et donc, ce génie français qui ne demande qu'à vibrer à l'unisson, bah, faisons-le vibrer à l'unisson, parce que sinon c'est un jeu à somme nulle, et on sera l'année prochaine à se dire, mais comment on fait? Merci beaucoup Merci d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Tous les deux.